L'an 1199, l'un des rois guerriers les plus redoutables de l'histoire se tenait au bord de son destin, prêt à connaître une fin si déshonorante qu'elle tournerait en dérision les légendes même construites autour de son nom. Richard Cœur de Lion, l'homme dont la seule présence faisait trembler les armées de Saladin, le roi dont l'épée avait gravé son nom dans les chapitres immortels des croisades, ne tomberait pas dans l'éclat d'une bataille, défendant la chrétienté. Non, son sort serait bien plus cruel. Il s'éteindrait lentement, miné par une blessure infectée, se tordant de douleur tandis que la gangrène rongeait son corps, tout cela pour l'attrait d'un trésor qui, peut-être, n'avait jamais existé. Ce n'était pas l'adieu noble d'un héros que les conteurs auraient voulu magnifier. Ce n'était pas le grand sacrifice dont les chroniqueurs aimeraient se souvenir. C'était la vérité nue, impitoyable, sur la façon dont l'un des monarques les plus célébrés d'Angleterre rencontra sa fin, une vérité qui brise toutes nos illusions sur la gloire médiévale. C'est une histoire qui met à bas le voile de la chevalerie, révélant la fragilité des rois et la main froide, indifférente, du destin. La mort de Richard ne signifiait pas seulement la perte d'un homme, elle annonçait l'effondrement d'un empire, l'anéantissement de décennies de conquêtes, et le premier pas vers la longue descente de l'Angleterre dans le chaos. Durant ces derniers jours atroces de mars et avril 1199, la carte de l'Europe commença à se transformer, et des milliers d'âmes allaient souffrir sous le règne incompétent de celui qui hérita de sa couronne. Aujourd'hui, nous mettons de côté les mythes polis pour affronter la vérité, heure par heure, blessure après blessure, jusqu'à comprendre pourquoi les historiens considèrent cet événement non seulement comme une mort, mais comme une catastrophe ayant bouleversé le cours de l'histoire. Préparez-vous à plonger dans les ténèbres du Moyen Âge, là où les rois mouraient comme de simples hommes, où l'ignorance médicale fauchait plus de vie que n'importe quelle lame, et où le prix de l'orgueil ne se payait pas en or, mais en royaume perdu et en peuple livré à la tyrannie. Ceci est l'histoire de la façon dont un seul carreau d'arbalète put mettre un royaume à genoux. Comment une opération bâclée put condamner une dynastie. Comment le plus grand guerrier de son temps tomba face à quelque chose de bien plus implacable que n'importe quelle armée, l'inéluctable vérité de la mortalité humaine. Et lorsque ce récit sera achevé, vous ne verrez plus jamais Richard Cœur de Lion de la même manière. Car parfois, la vérité n'est pas seulement plus étrange que la fiction, elle est infiniment plus tragique. Pour saisir toute la gravité de ce drame, il faut d'abord comprendre l'ombre immense que Richard projetait sur le monde médiéval. En 1199, Richard Plantagenet avait déjà vécu plus d'aventures que la plupart des hommes en 10 existences. Il n'était pas seulement un roi, il était une force de la nature. Né en 1157 de Henri II et de l'indomptable Aliénor d'Aquitaine, il avait hérité non seulement de couronne et de terre, mais aussi d'une âme de guerrier et d'un empire s'étendant des frontières de l'Écosse aux Pyrénées. Contrairement à son père, roi de politique et d'administration, Richard était irrésistiblement attiré par le fracas de la guerre, tel un papillon vers la flamme. Dès sa jeunesse, il fit ses preuves dans les rébellions sanglantes qui déchirèrent la famille Plantagenet. Et lorsque l'appel à la troisième croisade retentit à travers l'Europe en 1189, Richard n'hésita pas. Alors que d'autres rois tergiversaient, il vendit des charges royales, engagea ses terres, et déclara fameusement qu'il vendrait Londres elle-même s'il trouvait preneur. Sa passion pour la Terre Sainte le dévorait entièrement, une passion qui, au final, scellerait sa perte. Les croisades ne firent pas seulement de lui un grand roi, elles le transformèrent en une légende vivante. Ses victoires à Acre, sa marche implacable le long de la côte palestinienne, sa maîtrise de la guerre psychologique contre Saladin, ce n'étaient pas seulement des batailles, c'étaient des spectacles offerts à toute la chrétienté. Richard devint l'incarnation de la chevalerie chrétienne, le héros chanté par les poètes et immortalisé dans les récits. Mais chaque légende a un prix, et la quête de gloire de Richard en Orient se paya de l'abandon de ses terres en Occident, qui commencèrent à dépérir sous sa négligence. Tandis que Richard affrontait les forces sarrasines en Terre Sainte, des ombres s'étendaient sur son empire. Son frère Jean complotait dans l'ombre, tissant la trahison en l'absence du roi. Peu à peu, les possessions continentales de Richard lui échappaient, la Normandie, l'Aquitaine, tombant comme les feuilles d'automne sous un vent implacable. Les mêmes traits qui avaient fait de lui une légende vivante, sa concentration absolue, son mépris du danger, sa propension à tout risquer pour l'honneur étaient désormais ceux qui le poussaient droit vers sa perte. En 1194, lorsqu'il revint enfin des croisades après des années de captivité humiliante en Autriche et en Allemagne, Richard découvrit un royaume au bord de l'effondrement. Jean avait presque usurpé son trône. Philippe Auguste de France avait arraché de vastes territoires. Le trésor royal était vidé, la noblesse agitée, et les ennemis rôdaient comme des vautours autour d'un lion mourant. Les 5 dernières années de la vie de Richard furent un tourbillon de guerres incessantes, non plus pour la gloire, mais pour la survie. Chaque campagne était un pari désespéré, chaque bataille un jet de dés pouvant décider du sort de l'empire plantagenet. Et c'est cette urgence, ce besoin obsédant de restaurer sa puissance et son prestige qui allait le conduire vers un château sans éclat, isolé dans la région du Limousin, et droit dans la gueule du destin. En mars 1199, une rumeur parvint à l'oreille du roi, un murmure qui sonnait comme une promesse de salut. On disait qu'un trésor caché, composé d'or et d'objets précieux, avait été découvert sur les terres de l'un de ses vassaux.
C'était exactement le coup de fortune qu'il espérait, de quoi financer une nouvelle campagne, lever une nouvelle armée, et redonner de l'éclat à une couronne ternie par des années de revers et de difficultés. Le château de Chalut-Chabrol aurait dû rester une simple note de bas de page dans son règne, une forteresse modeste tenue par un seigneur rebelle de peu d'importance. Mais Richard n'était plus l'invincible héros de la troisième croisade. Il était un roi au temps compté, aux ressources épuisées, aux options limitées, poursuivant la promesse d'un trésor dans le crépuscule de son règne. Le vassal en question, Adhémar V, vicomte de Limoges, aurait mis la main sur un butin remarquable. Les récits divergeaient, certains parlaient d'un dépôt de pièces romaines et de vases en or, d'autres juraient qu'il s'agissait de reliques des premiers temps du christianisme. La vérité importait peu, ce qui comptait, c'était ce que Richard croyait pouvoir s'approprier. Selon les lois féodales, tout trésor découvert sur les terres d'un vassal appartenait à son suzerain. Pourtant, Adhémar aurait envoyé au roi seulement une partie de la trouvaille, conservant le reste, dont, disait-on, une table ou un siège en or. La colère de Richard fut immédiate et absolue. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, bien qu'il en eût un besoin pressant, mais d'autorité, de respect, et du fragile tissu qui tenait ensemble la société médiévale. Le moment rendait l'insulte insupportable. Philippe Auguste sondait sans cesse les failles des possessions continentales de Richard. Si l'on venait à apprendre qu'un vassal pouvait défier ouvertement le roi sans en subir les conséquences, ce serait une invitation à l'agression française. Richard ne pouvait pas, et ne voulait pas, paraître faible. Alors il fit ce qui lui était naturel, il prit les choses en main. Un souverain sûr de sa position aurait pu envoyer un commandant de confiance récupérer le trésor et punir le seigneur récalcitrant. Mais Richard n'avait jamais gouverné depuis la sécurité d'un trône. En 1199, sa couronne tenait sur le fil du rasoir, et il le savait. Il mènerait personnellement le siège de Chalut-Chabrol, et ferait d'Adhémar un exemple. La cible n'était guère une forteresse digne des champs. Perchée sur un éperon rocheux dans la campagne limousine, elle se composait d'un simple donjon de pierre entouré d'une modeste enceinte. Sa garnison, peut-être 40 hommes au total, n'avait aucune chance face à l'armée aguerrie de Richard. Par toute logique, le siège aurait dû être rapide, décisif et sans éclat. Pourtant, dès le premier jour, une ombre sembla planer sur l'entreprise. Richard était nerveux, irritable, plus qu'à l'accoutumée. Certains affirmèrent plus tard que le roi sentait sa fin approcher, que ce conflit insignifiant dans un coin oublié de France allait, d'une manière ou d'une autre, marquer un tournant. Les chroniqueurs, écrivant avec le recul, parlèrent de présages et de signes annonciateurs du désastre. En réalité, la tragédie à venir allait transformer ce petit siège sans importance en l'une des actions militaires les plus lourdes de conséquences du Moyen Âge. L'avidité d'un roi, la défiance d'un vassal, et un instant de négligence allaient se croiser, et la déflagration ferait tomber un empire, redessinant la carte de l'Europe. Le décor était planté pour un désastre qui résonnerait à travers les siècles. Le 25 mars 1199 se leva clair et frais sur les collines ondoyantes du Limousin. Depuis plusieurs jours, Richard pressait le siège de Chalut-Chabrol, et tout se déroulait comme prévu. Les défenses du château étaient en ruine, ses réserves presque épuisées, la reddition n'était qu'une question de temps. Cela aurait dû être une victoire sans importance de plus dans une carrière qui en comptait tant. Ce matin-là, le roi était de bonne humeur. Les chroniqueurs rapportent qu'il riait avec ses chevaliers, satisfait de la rapidité des opérations. Déjà, il songeait à l'avenir, imaginant comment le trésor de Chalut pourrait financer une nouvelle campagne contre son grand rival, Philippe Auguste de France. Alors que le jour déclinait, Richard décida de faire ce qu'il faisait si souvent, aller examiner lui-même les défenses de l'ennemi. Il n'avait jamais été un roi qui commandait depuis la sécurité d'une colline éloignée. Revêtant sa cotte de maille et sa coiffe, il fit un choix fatal, partir sans casque ni bouclier. C'était la confiance d'un homme qui avait déjà affronté des armées entières et survécu. Après tout, quel danger pouvait-il encore courir face à un château en ruine dont la garnison était déjà vaincue? Son groupe d'inspection était réduit, seulement le roi et une poignée de chevaliers et de sergents. Ils avancèrent lentement le long du mur, Richard désignant les faiblesses de la pierre, suggérant où placer les engins de siège. Au-dessus d'eux, les défenseurs les observaient en silence, leurs yeux reflétant la sombre certitude que la fin approchait. Parmi eux se tenait Pierre Basile, un jeune homme qui n'était pas un guerrier aguerri. Selon la plupart des récits, il était un homme du pays, un défenseur du domaine de son seigneur, peut-être mu par une haine personnelle envers le roi qui, au cours de ses guerres incessantes, avait brûlé et pris tant de terres. Certains disaient que les campagnes de Richard avaient coûté la vie à sa famille, d'autres, que ses biens avaient été confisqués pour remplir le trésor royal. Pierre était accroupi derrière les créneaux, tenant une arbalète chargée. Son bouclier n'était guère plus qu'une vieille marmite cabossée, son armure assemblée à partir de pièces récupérées ici et là. En toute logique, il aurait dû trembler de peur, mais au lieu de cela, il se raffermit et attendit. Lorsque le groupe royal apparut dans son champ de vision, Pierre visa. La distance, environ 50 mètres, n'était pas facile, mais pas impossible.
Que son tir ait relevé de l'adresse ou de la chance purent aller nourrir les débats pendant des siècles. Vers 6 heures du soir, Pierre appuya sur la détente. Le carreau siffla dans l'air et atteignit sa cible, transperçant l'épaule gauche de Richard, juste sous l'articulation où la manche de maille rejoignait la coiffe. L'impact fut brutal. Les arbalètes étaient conçues pour percer les armures, et à cette portée, la pointe barbelée s'enfonça profondément dans la chair, peut-être même jusqu'à l'os. Richard chancela mais ne tomba pas. Des années de combat lui avaient appris à dominer la douleur. Autour de lui, les lignes de siège sombrèrent dans le chaos, les soldats se précipitèrent pour protéger leur roi, tandis que flèches et carreaux se mirent à pleuvoir sur les remparts. Sur le chemin de ronde, Pierre laissa tomber son arbalète et leva les mains en signe de reddition. Qu'il ait voulu tuer le roi ou non, il venait de changer le cours de l'histoire d'un seul tir. À la stupeur de ses hommes, Richard resta maître de lui. Il examina la blessure, allant même jusqu'à faire une remarque sombre sur la précision du tireur. Puis, il ordonna l'arrêt de l'assaut, il n'y aurait pas de massacre inutile puisque la reddition était inévitable. Le roi fut transporté dans sa tente où son médecin personnel, dont l'histoire a oublié le nom, se pencha sur la plaie. Ce qu'il vit était inquiétant, le carreau était profondément fiché, ses cruelles barbes logées dans la chair, peut-être accrochées à l'os. L'extraire serait dangereux, cela risquait de provoquer une hémorragie mortelle ou d'enfoncer la pointe encore plus loin. À la lueur vacillante des chandelles, nul ne se doutait encore qu'il assistait à l'ouverture d'une tragédie, la première étape de l'agonie lente et douloureuse, non seulement de Richard Cœur de Lion, mais aussi de l'Empire qu'il avait passé sa vie à maintenir uni. La blessure paraissait grave, mais pour un vétéran comme Richard, elle ne semblait pas fatale. Il avait survécu à pire sur d'innombrables champs de bataille. Pourtant, le véritable danger n'était pas le carreau logé dans sa chair, mais le remède que la médecine médiévale allait tenter d'apporter. L'extraction commença presque aussitôt qu'il fut installé sous sa tente. À cette époque, ce genre de travail était confié à des chirurgiens militaires, des hommes aguerris par l'expérience du champ de bataille, mais formés à peu de choses en dehors de l'essai et de l'erreur. Le médecin de Richard, bien qu'il servît l'un des plus puissants monarques d'Europe, n'était guère mieux instruit que les autres. Son premier défi fut d'évaluer la profondeur à laquelle le carreau s'était enfoncé. Le projectile à large pointe avait traversé la maille de Richard et s'était planté dans le muscle de son épaule gauche, mais il était impossible de dire s'il avait heurté l'os ou frôlé des organes vitaux. Dans la lumière tremblotante des chandelles, l'examen restait rudimentaire. Suivant la méthode habituelle pour les blessures de flèche, le médecin saisit la hampe de bois et tira régulièrement. Mais ce n'était pas une flèche, c'était un carreau d'arbalète, plus lourd, plus large, conçu pour résister à l'extraction. Les premières tentatives délicates échouèrent, le médecin tira plus fort. Dans un craquement sinistre, la hampe fragilisée se brisa dans ses mains, laissant la pointe de fer et plusieurs centimètres de bois profondément enfouis dans la chair du roi. Ce qui était déjà difficile devint alors un cauchemar. Pour atteindre la pointe logée, le chirurgien devrait inciser. À la lueur des chandelles, avec de grossiers instruments de fer, il se mit à trancher dans l'épaule du roi. Nulle connaissance des antiseptiques, nulle notion de germes, et pour toute douleur, rien de plus que du vin ou quelques herbes amères. Richard resta conscient tout du long, mordant dans une pièce de cuir tandis que le couteau pénétrait plus profondément. La découpe et les recherches durèrent des heures. Chaque fois que le chirurgien croyait avoir trouvé la pointe, elle lui échappait. La plaie s'agrandissait et se déchirait un peu plus à chaque tentative ratée, la perte de sang devenant une menace réelle. Le légendaire sang-froid du grand roi commença à se fissurer. Ses gémissements et ses jurons se répandaient dans tout le camp, minant le moral de ses hommes et emplissant ses commandants d'effroi. Enfin, dans les premières heures du 26 mars, la pointe de fer dentelé fut extraite, couverte de sang, de lambeaux de tissu, de morceaux de mailles brisées et de chair arrachée. Mais le prix à payer était un trou béant et difforme dans l'épaule de Richard, qui saignait sans relâche malgré les efforts du médecin. Ce qui aurait dû être une blessure gérable avait été transformé en une boucherie brutale qui aurait mis à l'épreuve même les chirurgiens modernes. La plaie était désormais souillée, lacérée, et bien pire que lorsqu'elle avait été infligée. À une époque dépourvue d'antibiotiques, une telle blessure équivalait presque à une condamnation à mort, même si, dans cette tente, nul n'osait encore y penser. On banda son épaule et on lui donna du vin pour la douleur, mais les signes étaient déjà là. Les bords de la plaie s'assombrissaient, le saignement ne cessait pas, et le visage de Richard pâlissait, se creusant de fatigue. En quelques jours, la vérité se révéla. Le saignement ralentit, mais la chair refusait de cicatriser. Les bords de la plaie devinrent rouges et enflés, et une odeur malsaine se répandit dans la tente, malgré les lourds nuages d'encens brûlé pour la masquer. Le 30 mars, 5 jours après le tir d'arbalète, Richard était en proie à une forte fièvre. Celui qui avait enduré les brûlants déserts de Terre Sainte grelottait désormais de frissons, refusait toute nourriture et se crispait à chaque pulsation douloureuse battant au rythme de son cœur. Ignorant tout des bactéries, les médecins parlaient de « corruption des humeurs ». Il ne voyait que le pus épais, jaune-vert, signe certain de pourriture et les lignes sombres qui s'étendaient comme des lianes empoisonnées le long de son bras et de sa poitrine.
L'infection, ce tueur silencieux du monde médiéval, avait commencé son œuvre mortelle. Les médecins du camp employèrent tous les remèdes qu'ils connaissaient contre cette plaie purulente, mais leurs soins ne firent qu'aggraver la souffrance du roi. Ils appliquèrent des cataplasmes de miel et d'herbe, pensant que ce mélange absorberait les humeurs mauvaises. Ils le saignèrent encore et encore, persuadés qu'en vidant son sang, il rétablirait l'équilibre de son corps. En dernier recours, ils appliquèrent des fers rougis à blanc sur son épaule, cautérisant la plaie dans une agonie si intense que Richard perdit connaissance. Rien n'y fit. Au début d'avril, l'infection avait évolué vers ce que nous appelons aujourd'hui une septicémie, un empoisonnement du sang qui se répandait silencieusement dans ses veines, l'affaiblissant un peu plus chaque jour. Sa fièvre monta en flèche, le délire s'installa. Il délirait sur d'anciennes batailles, appelait des hommes morts depuis longtemps, et oscillait entre conscience et confusion. Sa peau prit une teinte grisâtre, et sa respiration devint courte et irrégulière. L'odeur émanant de la plaie devint insoutenable. Des soldats aguerris, des hommes qui avaient foulé des champs de bataille jonchés de cadavres, pouvaient à peine se résoudre à entrer dans la tente royale. Les chroniqueurs la décrivirent comme la senteur même de la mort, une pourriture douce et écœurante qui semblait s'accrocher à tout ce qu'elle touchait. Les serviteurs brûlaient des monceaux d'encens et répandaient des huiles parfumées, mais rien ne pouvait la masquer. Pour Richard, la douleur physique n'était égalée que par l'humiliation. Il avait survécu au désert de Terre Sainte, affronté des armées, négocié avec des empereurs et des sultans, et voilà qu'il était terrassé par quelque chose qu'il ne pouvait ni combattre, ni raisonner, ni vaincre par la seule force de sa volonté. Voir leur roi dépérir frappait ses fidèles comme un coup mortel. C'étaient des hommes qui avaient marché à ses côtés à travers des continents, qu'il avait vu accomplir des exploits frôlant l'impossible. Et maintenant, il ne pouvait que le regarder s'éteindre, non pas sous un coup d'épée ou un projectile de siège, mais à cause d'une blessure pas plus large qu'un pouce humain. Des rumeurs parcoururent le camp, le roi était maudit, Dieu lui-même le punissait pour ses péchés. Et à mesure qu'avril avançait, cela devint indéniable, Richard Cœur de Lion était en train de mourir. Le 4 avril, sa stature jadis imposante n'était plus qu'une carcasse amaigrie. La chevelure dorée qu'il avait couronnée dans tant de récits de bataille était collée de sueur. Sa tente était devenue une chambre mortuaire, saturée d'encens et de l'odeur persistante de la corruption. Il allait et venait entre conscience et délire, parfois assez lucide pour donner des ordres, parfois perdu dans des rêves fiévreux de Jérusalem. Les moments de clarté étaient rares, et lorsqu'il venait, la douleur le réduisait souvent au silence. Dans l'un de ces rares instants lucides, il fit une demande qui allait stupéfier ses commandants et résonner à travers les siècles. Serrant les dents, rassemblant le peu de force qui lui restait, Richard ordonna que Pierre Basile, le jeune arbalétrier qui avait tiré le coup fatal, soit amené devant lui. Le camp bruissait de spéculations. Le roi mourant allait-il exiger une exécution brutale? Allait-il maudire le nom de son meurtrier? Pierre, traîné enchaîné jusqu'à la tente royale, avait passé 10 jours en captivité, écoutant les soldats anglais festoyer alors que son château se rendait enfin. Il ne s'attendait à rien d'autre qu'à la mort. Richard, calé sur des oreillers, la voix à peine plus qu'un souffle, fixa son regard sur le jeune homme tremblant. Les chroniqueurs s'accordent sur les mots qui suivirent, des mots si inattendus qu'ils se gravèrent dans les mémoires. « Jeune homme », souffla Richard, la voix chargée de douleur et de fièvre, « quel mal t'ai-je jamais fait pour que tu veuilles me tuer ?» La réponse de Pierre fut aussi ferme qu'accablante. « Tu as tué mon père et mes 2 frères de ta propre main. Et tu m'aurais tué aussi. Prends ta revanche comme il te plaira, je suis prêt à endurer les plus grands tourments, sachant que j'ai abattu l'homme qui a apporté tant de mal dans ce monde. » Ce que fit Richard ensuite allait devenir l'un des actes les plus extraordinaires de son règne. Le monarque mourant, dont la vie avait été définie par l'acier, la conquête et une volonté de fer, choisit, dans ses derniers jours, une voie que peu auraient imaginée, la miséricorde. Sa voix, bien que brisée par la fièvre, retrouva une stabilité inattendue lorsqu'il s'adressa au jeune homme qui l'avait frappé. « Jeune homme, je te pardonne ma mort », déclara Richard, sa voix gagnant une force presque défiant la fatalité. « Vis, et par ma grâce, contemple encore la lumière d'un autre jour. » Des exclamations parcoururent la tente. Richard ordonna que Pierre Basile soit libéré de ses chaînes, qu'on lui donne 100 shillings, une fortune pour un homme de sa condition, et qu'il soit relâché sous la protection personnelle du roi. Nul ne devait lui faire de mal, ni alors, ni jamais. Ce geste de pardon, si profond et si radicalement opposé à la réputation impitoyable du guerrier, laissa même les chevaliers les plus endurcis dans un silence stupéfait. Pour un souverain qui avait bâti sa légende dans le sang et le feu, cet ultime acte de grâce avait quelque chose de miraculeux. Les chroniqueurs le rapportèrent comme la preuve ultime de son salut, une miséricorde christique accordée à l'ombre même de la mort. Mais Richard ne se faisait aucune illusion. Le poison dans son sang avait déjà remporté la victoire. La fièvre brûlait trop fort, l'agonie était trop profonde, son corps déclinait inexorablement. Il rassembla ses dernières forces pour dicter son testament, partageant son vaste domaine entre son frère Jean et son neveu Arthur de Bretagne, une décision qui plongerait l'Angleterre dans le chaos peu après sa mort.
Il confessa ses péchés, reçut les derniers sacrements de l'Église et se prépara, enfin, à affronter l'unique adversaire qu'il ne pouvait vaincre. Le soir du 5 avril 1199, le grand roi croisé mena son ultime combat non contre les Sarrasins ou les chevaliers français, mais contre la lente et implacable marche de la mort. À la tombée de la nuit, Richard entra dans l'état que les médecins appelaient le sommeil avant la mort, cette étrange frontière entre deux mondes, où le vivant glisse peu à peu vers l'inconnu. Sa respiration devint courte et irrégulière, chaque inspiration un effort visible gravé sur les traits de son visage. Son pouls battait faiblement. La fièvre qui l'avait torturé durant des jours commença enfin à s'apaiser, non comme un signe de guérison, mais comme la reddition ultime du corps. La tente royale était saturée d'encens et des murmures des nobles, prêtres et serviteurs fidèles veillant sur lui. Dehors, le camp de l'armée était silencieux, même le vent semblait s'être figé, comme si la terre elle-même retenait son souffle devant la disparition imminente d'une légende. Peu avant minuit, Richard ouvrit pleinement les yeux pour la première fois depuis des jours. Il parcourut du regard les visages rassemblés à son chevet, la reconnaissance perçant avec une surprenante clarté. Dans un grand effort, il remua les lèvres, luttant jusqu'à laisser échapper le plus faible des murmures une prière. Ce n'était ni pour la victoire, ni pour la vengeance, mais pour la miséricorde. Dieu, aie pitié de moi, et pardonne mes péchés. Pour un homme qui avait vécu par l'épée et régné par la crainte qu'elle inspirait, cet ultime acte d'humilité était peut-être la plus authentique mesure de son humanité. William Marshall, son confesseur, et son demi-frère Geoffroy restèrent près de lui, récitant les prières des mourants, leur voix formant un rythme apaisant face aux respirations irrégulières du roi. Autour d'eux, la noblesse s'agenouilla en cercle solennel, leurs propres supplications se mêlant à celles du clergé dans un chœur de prière. Enfin, alors que le soleil se couchait le 6 avril 1199, Richard Plantagenet, roi d'Angleterre, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Anjou, héros de la troisième croisade, rendit son dernier souffle. Le cœur de lion s'était tu. Le grand cœur de lion, qui avait jadis inspiré la terreur des déserts de Palestine au vert pâturage de Normandie, ne connut pas la fin glorieuse qui avait défini sa vie, mais l'agonie lente d'un mal qu'aucune épée ne pouvait abattre. Lorsque son ultime souffle s'échappa, un silence étrange envahit la tente royale, si profond qu'il semblait que le temps lui-même s'était arrêté. Un instant, nul ne bougea, nul ne parla. Puis, comme si un charme s'était rompu, le silence éclata. Des cris de douleur et d'incrédulité emplirent l'air. Des chevaliers endurcis, qui n'avaient jamais versé une larme en présence de leur roi, pleurèrent à chaudes larmes. Des serviteurs, écuyers et soldats qui avaient suivi Richard à travers les continents tombèrent à genoux, accablés de désespoir. À cet instant, la véritable ampleur du désastre commença à se révéler. L'homme qui avait maintenu un vaste empire par la seule force de sa volonté n'était plus, et avec lui, les fragiles liens de loyauté et d'unité commencèrent à se défaire. Sans la présence imposante de Richard, le camp anglais de Chalut-Chabrol devint un lieu d'incertitude et de crainte. La nouvelle de sa mort se répandit comme une traînée de poudre d'abord dans l'armée, puis à travers les routes de France et d'Angleterre, portée par des messagers chevauchant nuit et jour. Chaque lieu parcouru rapprochait un peu plus l'empire plantagenet du chaos qui ne manquerait pas de suivre. Dans l'attente, le corps de Richard refroidissait tandis que ses commandants luttaient pour contenir à la fois leur chagrin et le désordre croissant. William Marshall, le chevalier le plus fidèle du roi et le chef de facto de l'armée, se trouva confronté à une tâche impossible. Ils étaient en plein cœur du territoire français, entourés de terres à la loyauté incertaine, sans successeur incontesté, et encombrés par le trésor qui avait coûté la vie au roi. Son premier devoir était clair, ramener le corps du roi en lieu sûr et sur des terres amies, sans que l'armée ne sombre dans la panique. La question de l'inhumation de Richard déclencha aussitôt une controverse révélatrice. En tant que duc de Normandie, il aurait pu être enterré à la cathédrale de Rouen, aux côtés des générations de souverains normands. En tant que roi d'Angleterre, l'abbaye de Westminster aurait pu revendiquer cet honneur. Mais Richard avait exprimé ses volontés avant de mourir, il voulait être enterré à l'abbaye de Fontevraud, aux côtés de son père, Henri II. Ce choix n'était pas dénué de sens. Fontevraud, en Anjou, était bien plus qu'un simple lieu de sépulture, c'était le cœur spirituel de la dynastie Plantagenet, déjà la dernière demeure de sa redoutable mère, Aliénor d'Aquitaine. En choisissant cet endroit, Richard affirmait une dernière fois son identité, il n'était pas seulement un roi anglais régnant sur des terres françaises, mais un prince français qui avait porté la couronne d'Angleterre. Le voyage vers Fontevraud devint une procession solennelle, alliant grandeur et deuil. Son corps, embaumé selon les méthodes rudimentaires de l'époque et scellé dans un cercueil de plomb, fut placé sur un char funéraire tiré par des chevaux et recouvert d'un drap d'or. Le cortège avançait lentement dans la campagne printanière naissante, s'arrêtant dans les monastères et les églises pour des messes et des prières. Les cloches sonnaient, l'encens brûlait, et les chœurs chantaient pour l'âme du roi défunt. Mais tandis que les prières montaient vers le ciel, les ambitions politiques s'agitaient sur terre. La nouvelle était déjà parvenue à la cour de Philippe Auguste, qui ne perdit pas un instant pour se préparer à exploiter la crise inévitable. Dans tout le domaine Plantagenet, duc,
Comtes et seigneurs pesaient leur loyauté. Devaient-ils se rallier à l'héritier désigné par Richard, ou saisir l'occasion pour se rapprocher de la France? Là résidait le cœur de la tempête à venir. Richard était mort sans enfant. Son mariage avec Bérengère de Navarre, plus alliance politique qu'union, n'avait produit aucun héritier. Il avait désigné son frère Jean comme successeur, mais ce choix était loin de faire l'unanimité. En Anjou et en Bretagne, beaucoup regardaient plutôt vers le jeune Arthur de Bretagne, adolescent fils du défunt frère de Richard, Geoffroy. Et Jean, surnommé avec mépris « Santerre », était largement considéré comme inapte à hériter d'un trône en un moment aussi périlleux. La mort du cœur de lion n'avait pas seulement laissé un royaume sans roi, elle avait allumé la mèche d'une crise de succession menaçant de déchirer l'empire plantagenet. Là où Richard avait été un chef à la charisme magnétique et au génie militaire incontesté, son frère Jean était presque son exact opposé, soupçonneux, mesquin et désastreusement incompétent. Richard avait su rallier les hommes par le courage et le leadership. Jean les repoussait par la cruauté, la méfiance et des erreurs qui saignaient l'empire de sa loyauté et de sa force. La différence entre les deux frères n'était pas seulement une question de caractère, c'était un tournant fatal pour le destin de la couronne plantagenet. Dans les jours qui suivirent immédiatement la mort de Richard, une autre tragédie se produisit, une tragédie qui allait à jamais ternir le souvenir de son ultime acte de miséricorde. Pierre Basile, le jeune arbalétrier dont le tir avait changé le cours de l'histoire, avait été gracié par le pardon du roi mourant. L'ordre de Richard était explicite, Pierre devait être libéré, récompensé et protégé. Mais avec la disparition du roi, disparaissait aussi l'autorité capable de faire respecter sa volonté. Mercadier, le capitaine mercenaire impitoyable du roi, captura le jeune homme et exerça une vengeance monstrueuse, l'écorchant vif avant de pendre son corps en public. Ce fut une trahison brutale du dernier souhait de Richard, et un sombre présage de la décadence morale qui allait bientôt marquer le règne de Jean. La grâce et la retenue dont Richard avait fait preuve dans ces dernières heures furent presque instantanément remplacées par la brutalité crue et vengeresse du nouveau régime. Le séisme politique provoqué par la mort de Richard commença à remodeler l'Europe avant même que son corps ne repose dans le tombeau de Fontevraud. Philippe Auguste, toujours opportuniste, ne perdit pas un instant pour exploiter l'avantage. En quelques mois à peine, le roi de France lança de nouvelles campagnes contre les possessions vulnérables des Plantagenets. Le puissant château Gaillard, chef-d'œuvre fortifié de Richard, gardien de la route vers Rouen, fut assiégé. La Normandie, détenue par la couronne anglaise depuis plus d'un siècle, commença à lui échapper. Les tentatives de Jean pour préserver l'empire de son frère s'effondrèrent presque dès le départ. Sa paranoïa éloigna ses alliés, son incompétence militaire lui coûta des batailles décisives, et ses maladresses politiques offrirent victoire après victoire à la France. En à peine 5 ans, la Normandie, l'Anjou et la plupart des possessions continentales que Richard avait si farouchement défendues étaient perdues. La perte n'était pas seulement une humiliation politique, c'était une catastrophe pour des milliers de personnes. Les nobles qui possédaient des terres des deux côtés de la Manche furent contraints d'abandonner la moitié de leurs domaines. Les marchands qui avaient bâti leur fortune sur le commerce entre l'Angleterre et la France virent leurs moyens de subsistance s'effondrer. Les soldats et serviteurs qui avaient servi la cause Plantagenet pendant des générations se retrouvèrent sans terre, réduits à errer comme des réfugiés. Et en Angleterre même, la perte du cœur continental de l'Empire alimenta un ressentiment qui allait bientôt éclater en un conflit civil brutal, la première guerre des barons. Cette guerre, qui fit rage de 1215 à 1217, vit des armées étrangères marcher sur le sol anglais et amena le royaume au bord de la destruction. La Magna Carta, souvent célébrée comme un pilier de la liberté, en réalité, une tentative désespérée de la noblesse pour freiner la tyrannie de Jean et sauver ce qui restait du royaume. Les répercussions de la mort de Richard dépassèrent largement les rivages anglais. La chute de la base de pouvoir des Plantagenets en France fit pencher l'équilibre politique européen en faveur de la monarchie capétienne. Philippe Auguste utilisa ses victoires pour poser les fondations d'un pouvoir royal français qui dominerait le continent pendant des siècles. Le monde culturel souffrit également. La cour des Plantagenets, surtout sous Aliénor d'Aquitaine, avait été l'un des plus grands foyers d'art, de poésie et de savoir de l'Europe médiévale, un creuset d'amour courtois et d'idéaux chevaleresques. Avec l'effondrement de l'Empire, ce centre culturel vibrant se dispersa, envoyant poètes, érudits et artistes à travers l'Europe, modifiant ainsi le cours de la littérature et de l'art médiévaux. La mort de Richard marqua aussi la fin symbolique de la grande époque des croisades. Il avait été le dernier roi dont le nom, à lui seul, pouvait rallier l'Europe sous la bannière de la croix. Sans lui, les croisades s'étiolèrent en entreprises plus petites et moins glorieuses, ne captant plus jamais l'imagination de la chrétienté comme au XIIIe siècle. Et, dans l'amère ironie du destin médiéval, l'homme qui avait défié Saladin, pris d'assaut des forteresses et affronté des armées entières fut terrassé non par un coup d'épée, mais par une blessure qu'une médecine moderne aurait traitée en quelques jours. Le carreau d'arbalète qui l'avait frappé ne nécessiterait aujourd'hui qu'une brève hospitalisation, mais en 1199, il suffisait à faire tomber un roi, à briser un empire et à changer le cours de l'histoire.
Le roi d'Angleterre avait eu à son service les meilleurs médecins de son époque et pourtant, même eux se révélèrent impuissants face au poison rampant d'une simple infection. En vérité, l'extraction brutale du carreau, effectuée sans anesthésie, sans antiseptique et sans réelle connaissance de l'hygiène chirurgicale, scella peut-être son destin plus sûrement encore que la blessure elle-même. Ce qui se voulait un acte de salut devint un instrument de mort. Le siège de Chalut-Chabrol, déjà obscur dans le grand récit historique, devint un symbole durable de la futilité et du gaspillage qui caractérisait si souvent la guerre médiévale. Richard n'était pas mort pour la Terre Sainte, ni pour défendre la couronne, mais pour une rumeur, un supposé trésor gardé par un vassal mineur qui ne représentait aucune menace réelle pour son règne. Avec le recul, la cause semblait pitoyablement insignifiante au regard des conséquences dévastatrices. Les chroniqueurs de l'époque peinèrent à le comprendre. Comment une querelle si dérisoire pouvait-elle provoquer l'effondrement d'un empire? Il y avait aussi une cruelle ironie géographique. Richard, dont la renommée s'était forgée sous le soleil brûlant de la Terre Sainte, qui rêvait de reprendre Jérusalem et de chasser les Sarrasins, trouva la mort non sur un champ de bataille légendaire, mais dans un coin tranquille du centre de la France. L'homme qui avait traversé des déserts, commandé des flottes et affronté Saladin mourut devant un modeste château, poursuivant une querelle que l'histoire aurait facilement oubliée si elle n'avait pas mis fin à sa vie. Sa mort révéla la fragilité du pouvoir royal au Moyen Âge. L'Empire plantagenet ne reposait pas sur des institutions solides ou une administration efficace, mais sur la seule présence d'un homme. Le charisme, le courage et la réputation de Richard étaient le mortier qui liait ses vastes possessions. Une fois cela disparu, l'édifice s'effondra presque aussitôt. Pour ses partisans, la perte n'était pas seulement politique, c'était l'effondrement même de leur vision du monde. Ces hommes avaient traversé les océans pour lui, le croyant presque investi d'une faveur divine, un guerrier béni au-delà de toute mesure humaine. Le voir terrassé par un ennemi invisible, une simple corruption du sang, c'était voir se briser l'illusion de son invincibilité. Il se retrouvait sans chef, dérivant dans un monde soudain privé de ses certitudes. Nombre de chroniqueurs de l'époque interprétèrent sa fin comme un jugement divin. Ses péchés étaient bien connus dans les murmures, son traitement impitoyable des prisonniers lors des croisades, ses supposées transgressions morales et mourir en quête d'or plutôt que pour la cause de Dieu semblait, à leurs yeux, la preuve irréfutable du désaveu céleste. Pourtant, même les moralistes les plus sévères ne purent ignorer la lumière de son dernier acte, la miséricorde accordée à Pierre Basile. Pardonner à son meurtrier sur le seuil de la mort était, pour eux, un signe de rédemption. Cette rédemption fut rapidement ternie par la cruauté de ses capitaines survivants, qui massacrèrent Pierre malgré les ordres du roi. Jamais l'écart entre les idéaux du Christ et les habitudes brutales de l'époque n'avait paru aussi flagrant. Le trésor qui avait attiré Richard à Chalut-Chabrol se révéla dérisoire, quelques pièces romaines, une poignée de babioles en or valant à peine de quoi financer une petite campagne, et en rien comparable au royaume qui l'avait coûté. Le récit devint une parabole médiévale sur les périls de l'avidité, comment la promesse de richesse pouvait entraîner même les plus puissants vers leur perte. Les événements balayèrent aussi les illusions romantiques sur la guerre de siège. Les rois médiévaux étaient censés combattre aux côtés de leurs hommes, affronter les mêmes dangers, et un tel leadership inspirait une profonde loyauté. Mais cela exposait aussi les armées à la perte de leurs commandants. Et, à une époque où une simple coupure ou perforation pouvait être fatale, un seul tir chanceux ou malchanceux pouvait abattre un roi. Ironie du sort, Richard aurait peut-être survécu si le carreau était resté dans sa chair plutôt que d'avoir été grossièrement retiré. L'arbalète elle-même était encore une terreur relativement nouvelle en 1199, condamnée par l'Église comme trop meurtrière pour la guerre entre chrétiens, bien que ce décret fût largement ignoré. Que le grand roi croisé ait été tué non par un duel chevaleresque, mais par cette arme, dénuée de chevalerie, sembla à beaucoup un symbole approprié d'un monde en mutation. L'ère du chevalier monté cédait la place à un style de mise à mort plus impersonnel et mécanisé. Ainsi, nous touchons à l'ironie la plus tranchante. Richard Cœur de Lion, qui avait bâti sa vie, sa légende et son identité même sur le code du guerrier, ne fut pas abattu par une lame dans un combat honorable, mais par la lente et invisible pourriture d'une plaie infectée. Le courage, l'honneur et une maîtrise inégalée de l'art de la guerre avaient façonné la légende de Richard Cœur de Lion. Pourtant, il ne tomba pas en héros sur le champ de bataille, mais en victime, s'éteignant lentement dans l'agonie, non en terrassant ses ennemis, mais en poursuivant une rumeur d'or. Jamais l'écart entre le mythe et l'homme n'avait été aussi grand que dans ses derniers jours torturés à Chalut-Chabrol. Sa mort fut bien plus que la conclusion d'une vie extraordinaire, ce fut le dernier souffle d'une époque tout entière. Avec la disparition de Richard, l'ère des grands rois croisés prit fin, et l'Europe médiévale entama sa lente transition vers un monde plus moderne. L'Empire plantagenet, qui avait dominé la politique européenne pendant près d'un demi-siècle, se fragmenta en moins de 10 ans. Ses terres furent partagées entre dynasties rivales, et sa brillante culture se dispersa comme des feuilles au vent. Ce qui hante le plus l'histoire, c'est le caractère évitable de tout cela. Un choix d'armures différent, une seconde hésitation avant de s'approcher des murs du château,
un médecin doté de connaissances dépassant les pratiques rudimentaires de l'époque, n'importe lequel de ces éléments aurait pu changer le cours de l'Europe. Au lieu de cela, une chaîne de petites erreurs et d'accidents convergea vers l'une des plus grandes calamités du monde médiéval. Parmi les tragédies de ce récit, aucune n'est plus poignante que celle de Pierre Basile, le jeune arbalétrier dont le tir unique modifia le destin des royaumes. Gracié par le roi lui-même et promis à sa protection, il fut pourtant soumis à une exécution brutale par des hommes qui se réclamaient de leur loyauté envers Richard. Ce ne fut pas seulement un meurtre, ce fut une trahison du dernier acte de grâce du roi, la destruction de la miséricorde même que Richard avait choisi comme ultime héritage. La rapidité de l'effondrement de l'Empire après la mort de Richard mit en évidence la faiblesse fatale du pouvoir personnel au Moyen Âge. Sans institutions solides pour combler le vide entre deux règnes, même les royaumes les plus puissants pouvaient sombrer dans le chaos en quelques mois. L'Empire plantagenet avait été moins une nation qu'un monument à l'ambition, au charisme et à la volonté d'un seul homme. Lorsque son bâtisseur tomba, il s'effondra avec lui. Le règne de Jean sans Terre rendit la perte d'autant plus amère. Là où Richard inspirait la loyauté par son éclat et son courage, Jean suscitait la suspicion et le mépris par son arrogance et son incompétence. Le royaume, qui avait supporté les longues absences et la négligence de Richard, plia rapidement sous le joug brutal de son frère. L'impact humain de la mort de Richard se répercuta bien au-delà du trône. Soldats, nobles, marchands et gens du peuple, dont la fortune était liée au monde plantagenet, se retrouvèrent livrés à l'incertitude. Des familles furent déchirées, des moyens de subsistance anéantis, des communautés déracinées, tandis que la carte politique de l'Europe se redessinait sous leurs pieds. La mort d'un roi devint un désastre pour toute une génération. Le destin de Richard est aussi un rappel glaçant de la fragilité de la vie au Moyen Âge. Même l'homme le plus puissant d'Angleterre ne pouvait échapper aux limites de la médecine de son temps. Les meilleurs médecins de l'époque furent incapables d'arrêter la progression de l'infection, dans une cruelle ironie, leurs méthodes rudimentaires l'accélérèrent peut-être. Paradoxalement, un simple infirmier militaire moderne aurait pu sauver Cœur de Lion sans difficulté. Pour ceux qui consignèrent sa mort, l'ironie était impossible à ignorer. Un roi qui avait poursuivi la gloire à travers les continents, terrassé par la blessure infligée par un soldat inconnu. Un souverain qui avait mené des batailles légendaires, mourant non dans le combat valeureux, mais dans la lente décomposition causée par la fièvre. Un monarque qui rêvait de reprendre Jérusalem, périssant pour un trésor modeste et finalement décevant. Et pourtant, même dans la mort, Richard déjoua les attentes. L'homme qui avait montré une cruauté implacable lors de la troisième croisade passa ses dernières heures à offrir sa miséricorde, révélant une capacité de grâce que peu avaient perçue de son vivant. Son pardon à Pierre Basile, bien que rapidement trahi, demeure l'un des moments les plus émouvants de son histoire. Le trésor pour lequel Richard avait donné sa vie, lorsqu'il fut enfin découvert, ne représentait qu'une pâle ombre de la fortune imaginée. Sa valeur dérisoire, comparée au royaume perdu et aux vies brisées, devint une leçon de prudence transmise à travers les siècles, un rappel que l'avidité et le hasard peuvent remodeler le destin des nations. Parfois, l'histoire ne bascule pas lors de grandes batailles ou de décisions monumentales, mais sur les plus petits et les plus insignifiants des moments. Et parfois, même les plus grands des rois peuvent être renversés par les circonstances les plus triviales. Plus de 8 siècles plus tard, la mort de Richard Cœur de Lion surprend et attriste toujours, un rappel saisissant de la fragilité des vies, même les plus redoutables. Voici un homme aux dons exceptionnels, un courage qui inspirait les armées, un charisme qui unissait des nations, et un génie militaire qui grava son nom dans la légende. Il aurait dû finir sa vie dans la gloire du champ de bataille, ou dans la paix d'un grand âge, entouré des trophées de ses triomphes. Au lieu de cela, il mourut dans une douleur atroce, terrassé par une infection qui n'aurait jamais dû l'emporter. Autour de lui, l'empire qu'il s'était efforcé de maintenir commençait déjà à se fracturer, et l'œuvre de sa vie allait bientôt être balayée par la folie de son frère. La tragédie ultime de la fin de Richard n'est pas seulement qu'elle arriva trop tôt, mais qu'elle ne servit à rien. S'il était tombé en défendant l'Angleterre contre une invasion, en menant une croisade pour reprendre Jérusalem, ou en préservant ses domaines continentaux, sa mort aurait porté la dignité d'un but. Au lieu de cela, elle fut dépensée dans une querelle mesquine avec un vassal mineur, pour un trésor d'or à peine existant, lors d'un siège qui n'aurait jamais dû requérir la présence du roi lui-même. Richard Cœur de Lion mourut comme il avait vécu, de manière dramatique, violente, et avec des répercussions qui dépassèrent largement sa personne. Mais, contrairement aux victoires qui avaient forgé sa renommée, sa mort ne fut pas un triomphe. Ce fut une catastrophe, l'étincelle qui alluma la lente destruction de tout ce qu'il avait bâti. Le commencement, non pas de la gloire, mais de la ruine. Peut-être que la véritable épitaphe de Richard n'est pas gravée dans la pierre de son grand tombeau à l'abbaye de Fontevraud, mais inscrite dans le sombre bilan de ce qui suivit. Son empire brisé. Son royaume affaibli. Et d'innombrables vies bouleversées, tout cela à cause d'une rencontre fatale entre un roi et un arbalétrier dans une forteresse obscure du centre de la France. L'histoire se forge souvent dans des batailles monumentales et des choix décisifs.
Mais parfois, elle se façonne par quelque chose d'aussi petit et imprévisible qu'un jeune homme avec une arbalète, et le dernier acte de miséricorde d'un roi mourant. La mort de Richard Cœur de Lion fut bien plus tragique qu'on ne l'imagine, non seulement par la manière dont il mourut, mais aussi par tout ce qui mourut avec lui.